On accueille monsieur, voilà, Poitvin, donc directeur régional de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, qui va aussi introduire. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ça fonctionne correctement? On vous entend très bien, monsieur Poitvin, et j'en profite pour m'excuser de ne pas vous avoir salué. De là où je suis, je ne vois pas qui est connecté en visio. Je n'étais pas au courant de votre présence. Mes excuses, monsieur Poitvin, et merci d'être parmi nous. Non, mais aucun problème. Ce sont les aléas des séances en distanciel. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes principes de proximité. Ça ne permet pas toujours d'être aussi en visibilité. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment très heureux de participer à cette séance sur approche technique là, sur le tourisme durable. Un enjeu très fort, comme le disait Madame Derville, un enjeu très fort, aussi bien en termes de touristes visitant nos belles régions en Nouvelle-Aquitaine qu'en activité économique. Et puis par ailleurs, un enjeu fort au travers de la crise que nous vivons, avec des solutions, des réponses, peut-être des opportunités aussi à saisir au travers donc de ces éléments. Je démarrerai en soulignant l'énorme travail qui a été réalisé avec la région et avec l'interfilière tourisme, puisque depuis 2019, nous sommes ensemble sur cet enjeu du tourisme durable, avec des études de préfiguration, avec la consultation des différents acteurs, avec le lien fait avec les collectivités. Tout ceci donc pour aboutir à la mise en place d'une mission qui organise aujourd'hui cette journée technique. Donc, la Nouvelle-Aquitaine, comme l'indiquait Alain Derville, est pionnière en la matière et nous sommes depuis plus de 2 ans sur ce chantier très très important. Par ailleurs, donc, suite justement au travail réalisé ensemble, nous sommes en train de tester sur 2 territoires pilotes en quelque sorte, les innovations et les bonnes pratiques qui pourront être mises en œuvre, qui pourront être généralisées dès demain. Donc là aussi, pouvoir aller relativement loin sur quelques territoires, de sorte ensuite d'en tirer les bons enseignements pour le généraliser à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je salue les 2 territoires, les îles, les littorales de Charente-Maritime et la basse vallée de la Vézère, hein, qui font actuellement un travail important avec l'ensemble de la filière pour pouvoir faire émerger les solutions de demain. Alors l'ADEME avec la région, donc nous soutenons aussi des opérations qui permettent d'apporter des éléments financiers et des éléments méthodologiques à l'ensemble des acteurs de la filière. Je citerai par exemple l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé sur le solaire thermique pour pouvoir faire en sorte que les énergies renouvelables soient au service du développement du tourisme, d'un tourisme durable, et pour cela donc pouvoir apporter avec les professionnels des énergies renouvelables une solution sans avance de trésorerie pour développer donc des solutions de production de chaleur renouvelable. Donc cette AMI était un des premiers. Je pense qu'à l'avenir, nous pourrons aussi aller vers d'autres approches, aussi bien sur la mobilité que sur les aspects alimentation ou économie circulaire. Alors, priorité donnée aux actions justement porteuses d'économie financière, c'est assez crucial en ce moment, donc faire en sorte que l'environnement, la transition écologique aillent dans le sens aussi de l'intérêt économique pour l'ensemble de la filière. Et donc j'évoquais la partie solaire thermique, l'opération Main Soleil, mais d'autres approches seront aussi amenées sur les aspects énergétiques ou sur les aspects aussi production de déchets ou lutte contre le gaspillage alimentaire, prévention aussi des ressources. Nous avions travaillé tous ensemble aussi au développement des écolabels. Il faut faire en sorte que les hébergements certifiés écolabellisés puissent être davantage en visibilité et qu'on puisse augmenter en Nouvelle-Aquitaine le volume de ces établissements. Donc c'est aussi une des missions à mener. Et enfin, je terminerai en évoquant le fonds tourisme durable dans le cadre du plan France Relance.
qui va permettre, au travers donc de partenaires, de professionnels et de structures fédératrices que nous avons sélectionnées il y a peu de temps, donc que ces structures puissent accompagner les hébergeurs et puissent accompagner aussi donc tout ce qui est professionnel de la restauration pour aller vers des actions de tourisme durable, que ce soit sur le plan de l'alimentation, sur le plan aussi de la rénovation énergétique, sur les aspects déchets et lutte contre le gaspillage. Donc tous ces éléments-là, le fonds tourisme durable au travers donc du partenariat bâti avec les structures locales va permettre donc de soutenir les acteurs dans un moment très important. J'en resterai là. Merci beaucoup pour tout ce qui a été fait et je vous souhaite donc de bons travaux et de pouvoir retirer de bons enseignements des éléments qui vous seront présentés cet après-midi. Merci, Monsieur Poitvin, pour votre intervention. Et du coup, je vais introduire ce colloque. Donc déjà, je voudrais remercier à tous d'être présents, que ce soit physique et en visio pour vous. Je voudrais remercier en particulier les institutionnels, donc le Conseil régional qui nous accueille aujourd'hui, et puis l'ADEME. Donc, je vais vous présenter brièvement l'interfilière. Donc, effectivement, dans le tourisme, vous le savez, il y a plusieurs grands acteurs, enfin, on est plusieurs acteurs plutôt, et on est les trois principaux sont effectivement le monde du camping, le monde de l'hôtellerie-restauration, et nous, le monde du tourisme social. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on travaille déjà ensemble depuis plus de 10 ans sur ces projets-là, sur le tourisme durable. Et en fait, on s'est regroupés pour faire naître ce projet, l'interfilière. Donc, en fait, on travaille tous ensemble dans la même dynamique, on est dans la même intelligence, on est effectivement dans les mêmes ambitions par rapport au tourisme durable. On est quand même effectivement le premier secteur en France, le tourisme, qui effectivement est très important. Et il faut que ça continue, mais avec une logique environnementale. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, effectivement, on est, comme dirait mon copilote des campings, tout seul, on va plus vite, mais effectivement, ensemble, on va plus loin. Donc, voilà, l'après-midi va se décomposer de la façon suivante. On va avoir un état des lieux avec Maryse, qui est donc notre chargée de mission de l'interfilière. Un état des lieux, alors assez bref. On va avoir une table ronde, enfin 3 tables rondes, donc avec les thèmes que vous connaissez, donc l'alimentation, l'économie circulaire et l'énergie. On va avoir après des ateliers avec des retours d'expérience qui vont nous être présentés. Et enfin, on aura des pitchs, solutions innovantes, des échanges entre nous pour effectivement parler de ce qui existe. Et on clôturera la journée vers 17h30. Voilà, je vais donc passer la parole à mon deuxième copilote, le monde de l'hôtellerie-restauration, Monsieur Barthélémy. Merci Audrey. Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, merci de participer à cette réunion, à cette première journée de travail, parce que tel que l'a dit le directeur de l'ADEME, on est vraiment là sur une journée de travail et on doit être aujourd'hui tous à l'écoute et de ce que les uns et les autres vont dire et vont apporter à cette journée. Il est important pour donner la ligne des travaux de demain qui seront ceux que l'interfilière va suivre, que vous puissiez participer et avoir cette forme participative du travail que nous avons initié et dont Maryse Boivin, ici présente, s'occupe. Il était important, depuis 10 ans maintenant, et c'est nos prédécesseurs qui l'ont initié, que la première économie de la région, au-delà de l'industrie, au-delà du bâtiment, soit partie prenante dans le tourisme durable. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on vit des moments pas faciles, des moments de doute, des moments d'attente. Donc, ce qui est mis en place et pour lequel nous allons participer dans le cadre du plan de relance, sur comment mon entreprise, comment je la réouvre, comment elle sera prête à travailler demain, qu'on puisse y intégrer du tourisme durable. Alors, c'est un bien grand mot. Tourisme durable, mais c'est toutes les économies qui font que on sera meilleur demain et on apportera plus d'économies et plus de rentabilité à nos entreprises. Voilà pour moi. Juste pour terminer, il y a aussi
une problématique territoriale. Je pense que l'approche qui a été faite sur l'exemplarité de 2 territoires qui puissent être déclinés sur l'ensemble du territoire néo-aquitain est une bonne solution et un bon chemin pour le travail. Et il n'y a pas que le côté urbain qui doit profiter ou qui doit travailler sur ce sujet du tourisme durable. C'est toutes et tous, jusque dans les plus petits territoires. Et c'est vraiment les réponses qu'on essaie d'apporter et qu'on va apporter demain ensemble. C'est que même dans les territoires les plus reculés, on puisse parler de tourisme durable et qu'on puisse le mettre en place. Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, on est 3 filières et pourtant on ne parle pas de nos métiers. Vous n'avez pas entendu parler d'hôtels, de restaurants, ni donc je ne vous parlerai pas de camping, puisqu'on parle d'une seule et même voie. L'interfilière, c'est justement faire de nos différences, parce qu'on a quelques différences, un point fort et pouvoir aller de l'avant. L'évolution du tourisme sur les dernières années, il y a de l'investissement, mais on peut faire de l'investissement intelligent. Et on doit avoir une empreinte durable. On peut construire, investir dans le développement, mais intégrer automatiquement le solaire, la mobilité douce, le tri des déchets, le compost, tout ça, ça doit devenir un réflexe. Nous avons aujourd'hui 2 territoires test, mais notre ambition est de faire rayonner ces territoires test sur l'ensemble de la région. Nous allons effectivement partager tous nos travaux parce que ce sont bien 2 territoires test. Nous, notre objectif dans les 4 années à venir, c'est que l'ensemble de la région, et si possible même le faire rayonner au niveau national, puisque nous avons des places à chacun aussi aux fédérations nationales, de faire rayonner ça sur l'ensemble de la nation, parce que l'avenir de notre planète, c'est nous, et quoi que mieux que le tourisme, que pour diffuser un si bel avenir. Pardon. Bonne journée. Maryse, je te laisse reprendre. Et donc faire l'état des lieux, ça marche pas? Ah. Pardon, excusez-moi. J'avais du mal. Bonjour à tous. Merci, chers élus. Merci, Madame Derville, pour ce mot d'introduction. Merci à la région de nous accueillir dans Heure-le-Coup. Je pense que c'est vraiment très apprécié là, pour l'interfilière de partager ce moment ici avec vous et avec vous tous là, qui sont en visioconférence. Donc, et je remercie aussi l'ADI qui va travailler sur le pitch solutions innovantes. Donc, c'est eux qui vont animer cet atelier. Donc, c'est en collaboration avec eux qu'on a organisé cet atelier. Donc, mes élus ont clairement déjà évoqué l'importance de l'interfilière, le portage des 3 réseaux, qui effectivement, ce projet est aussi supporté par nos partenaires clés qui sont la région et l'ADEME. Et les 2 territoires d'expérimentation qui ont été évoqués, en fait, ce sont les îles et le littoral charentais, ainsi que la basse vallée de la Vézère. Donc 2 territoires à portée touristique, évidemment, très attractifs, sur lesquels on met en œuvre notre plan d'action pour finalement l'adapter à la réalité locale, tester ce qui fonctionne bien et moins bien, et ensuite pouvoir justement reproduire et même étaler l'ensemble de la démarche sur la région Nouvelle-Aquitaine. C'est l'objectif à terme. Donc, notre plan d'action comporte 3 grands axes que je fais. Bon, la plupart d'entre vous ont peut-être déjà entendu et vu une partie de cette présentation, mais je pense que c'est important qu'on remette les axes en perspective. Donc, sur 2019-2020, qui a effectivement coïncidé avec une situation très complexe avec le Covid, mais ça a été une année d'état des lieux pour identifier ce qui se fait dans les territoires, ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans les filières, pour voir le potentiel de mutualisation sur certaines actions. Donc, ça a vraiment été une année qui nous a permis d'identifier les enjeux et ce sur quoi les professionnels souhaitent travailler en priorité. Cette deuxième année, 2020-2021, on parle plutôt de mobilisation et d'action, donc communiquer, échanger pour mobiliser. Donc effectivement, on a plusieurs ressources aujourd'hui qui nous sont disponibles, des moyens qui sont offerts, évidemment qui sont dans le contexte de difficultés qu'est le Covid, mais on a des moyens pour réaliser nos actions. On a un plan et on souhaite effectivement fédérer le plus grand nombre d'acteurs autour de ces actions.
Et finalement, troisième année, une année plutôt portée sur la diffusion du plan d'action, l'élargissement du périmètre potentiellement, donc qui sera plutôt sur la communication l'année prochaine. Donc l'axe 3, d'ancrer réellement le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine pour fédérer l'ensemble de la profession. Donc sur la première année, je veux vite fait, on a vraiment porté nos actions sur, comme je vous ai dit, l'identification des pistes prioritaires pour les actions. Cette année, on veut produire des contenus pour les professionnels, pour les outiller, les amener à réaliser les actions, évidemment. On a un site web, je vais vous présenter rapidement la page d'entrée. Vous serez invité, évidemment, à aller le consulter prochainement. Donc, sur les opérations collectives qu'on a identifiées, bon, il y a 3 grandes thématiques et c'est les 3 grandes thématiques que vous retrouverez aujourd'hui au fil de la journée. La première thématique, c'est l'alimentation. La seconde, l'économie circulaire. Et la troisième, l'énergie. Donc, c'est vraiment 3 grandes thématiques qui ont vraiment été identifiées par les professionnels pour y travailler. Aussi des thématiques qui vont être porteurs d'économie financière, hein, on ne se le cachera pas, mais aussi porteurs de retombées positives en matière d'environnement et de solidarité territoriale, entre autres. Donc, une action sera plutôt portée sur la consommation locale. Donc, on aura des groupes de travail pour essayer de rendre plus accessible la production locale aux professionnels du tourisme. Une deuxième action portera plutôt sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec diagnostic et évidemment des investissements à la clé là, pour justement aider les professionnels à lutter contre ce gaspillage. Et ensuite, il y a aussi la valorisation des matières organiques, qui chevauche aussi hein, effectivement l'économie circulaire, mais on l'associe aussi à l'alimentation, puisque c'est vraiment de la matière organique. Et on veut aider nos professionnels soit à s'outiller sur site d'équipements pour faire du compostage, ou participer à une collecte et avec un projet mutualisé qui soit interfilière. Au niveau de l'économie circulaire, on souhaite aussi accompagner les professionnels pour mieux gérer le tri dans leur structure. Il y aura aussi un groupe de travail sur l'économie circulaire dans chacun des territoires tests. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura les premiers travaux qui seront faits pour bien faire dialoguer nos professionnels avec les services qui sont offerts au local pour essayer de voir les pistes de solutions qu'on peut envisager pour justement rendre le tri plus efficace, peut-être avoir des produits aussi mieux conçus déjà d'emblée et finalement aussi trouver des filières de valorisation pour différents produits qui se retrouvent aujourd'hui dans le poubelle, mais qui ont potentiellement une deuxième vie. On peut justement les valoriser. Et le troisième axe, moins consommer et mieux héberger. Donc, on est plutôt sur, évidemment, l'énergie. Excusez-moi. Donc, un premier volet sur la rénovation thermique. Un deuxième volet sur la maîtrise de l'énergie, donc des éco-gestes, mais aussi peut-être rendre plus efficaces nos modes de fonctionnement dans les établissements. Et finalement, un troisième axe qui est sur le passage au solaire thermique clé en main, un dispositif qui est offert aujourd'hui par l'ADEME et qu'on pourra finalement faire connaître à nos professionnels pour qu'ils puissent en bénéficier au niveau du solaire thermique. Et évidemment, vous aurez de l'information sur ces opérations collectives en temps voulu. Nous enverrons aussi un lien pour vous connecter, pour vous faire connaître votre intérêt à participer aux 2 groupes de travail, alimentation et économie circulaire. Il y aura des moyens pour mettre en œuvre ces opérations collectives et je vous présenterai le site. Bonjour monsieur. Donc, il y a des moyens, effectivement, qui sont disponibles aujourd'hui pour réaliser ces opérations collectives, pour vous accompagner. On fera tout pour que vous puissiez en bénéficier. On a des chargés de mission qui vont arriver pour donner du renfort dans chacune des filières. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Et voilà, donc c'est surtout ce que je voulais dire. Mais effectivement, dans le cadre du plan de relance aussi, il y a des aides qui vont être apportées aux professionnels. On s'incorpore dans toutes ces dynamiques territoriales et effectivement, on sera là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Au niveau de la charte graphique de l'interfilière, je voulais juste vous montrer rapidement notre site web. On a effectivement un nouveau logo qui vous allez voir apparaître de plus en plus. Vous voyez ici le lien vers notre site web. Un site web qui comporte effectivement une zone espace membre et une zone qui est disponible pour l'ensemble du public. Donc, je vous inviterai en tout cas à aller le visiter. Et puis, je vais passer la parole à monsieur Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Merci. Dois-je vous avouer que je suis tombé en amour, comme disent les Québécois, à l'accent du Québec. Ne vous inquiétez pas, mais on a une telle coopération avec le Québec depuis 20 ans maintenant, avec de multiples choses, que quand j'entends l'accent québécois, je frémis. Voilà. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de passer vous faire un petit coucou. Puis je laisse, bien sûr, Sandrine Derville et Luc Bonzon animer cela, prendre ce qui revient du terrain. Sandrine me dit qu'il y a plus d'une centaine de participants. Vous savez, l'écosystème de la région est un écosystème de co-construction. Notre tâche, et c'est pour nous une priorité, est bien entendu dans le cadre du développement économique. Alors, avec les moyens, c'est ce que j'essaie d'expliquer au gouvernement, avec les moyens d'une région française, même si on a mis la priorité sur le développement économique, mais on n'est pas un Länder allemand. On n'est pas une province espagnole ou une région italienne ou même d'Europe du Nord. C'est un peu navrant, ce qui fait que on a cette espèce d'aller-retour bizarre avec l'État sur le plan réglementaire. J'ouvre pas. Je ferme pas. En plus, on n'est pas consulté. On a une bonne coopération. Je sais que le directeur régional de l'ADEME est là. Par contre, avec les services de l'État ou les agences de l'État en région, on partage souvent une connaissance territoriale, même si moi, mon souci de décentralisateur radical, c'est qu'on procède en fonction des meilleures expériences européennes. Et ces meilleures expériences européennes, c'est de la responsabilisation du pouvoir démocratique régional. Hein ? Mais bon, je ne vais pas vous faire une scène ou un numéro sur la décentralisation ou la régionalisation. Moi, je suis un peu québécois là-dessus aussi, quoi. Eh oui. Je rappelle quand même, parce qu'il faut que vous le sachiez, le budget du Québec, province de 8 millions d'habitants maintenant, hein, c'est 38 milliards. D'accord ? Budget d'un Länder qui est jumelé avec l'Aquitaine, le Land de Hesse, 6 millions d'habitants, c'est 38 milliards. Budget de la région Aquitaine, 3 milliards. Alors on essaye de faire des petits avec... moi je suis très judéo-chrétien, donc j'aime bien faire la multiplication des pains. Et de porter, et c'est le débat de cet après-midi, Sandrine, de porter aussi une orientation qui fait sens. Vous savez qu'on a travaillé avec des scientifiques pendant 10 ans. On a créé un GIEC au niveau régional qui est piloté par Hervé Le Treut. On a créé sur le plan de la biodiversité un autre GIEC qui est piloté par... je ne sais plus. Mais en tout cas, on travaille sur tous les éléments de la transition climatique. Et il est évident que dans le domaine du tourisme, le réchauffement climatique a un impact. Je pense au camping, mais ça peut être à la qualité d'accueil dans les hôtels, ça peut être les centres de loisirs, ça peut être... alors ça va bien au-delà, hein, bien sûr, hein, mais j'imagine bien que si dans 20 ans on a le climat de Séville, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on s'y adapte, qu'on y pense. C'est toute la difficulté de l'exercice. J'oublie pas non plus que cette relation de proximité, de réunion telle que celle-ci, de contact qu'on a au fil de l'eau avec l'UMI, avec d'autres organismes, nous permet d'enrichir et de faire évoluer nos politiques. Nous ne fonctionnons pas comme un État. S'il faut ajuster, on ajuste dans les 3 mois.
Donc c'est ça qui est intéressant. L'agilité d'une région permet de s'adapter. C'est pour ça qu'on a lancé l'année dernière ce chèque vacances à toute vitesse, qui a eu un succès. Alors je ne sais pas s'il était massif, mais en tout cas pour plus de 30 000 personnes, plus de 30 000 familles, pardon. Plus de 30 000 familles en dehors qui ne partaient pas en vacances. Les départements ont eu peur. Au départ, certains départements se sont dit non, on va le faire nous-mêmes parce que ça sera directement au bénéfice des activités touristiques dans notre département. Mais on s'aperçoit que ces familles-là dépensent cet argent à proximité pour plus de 70%. Quand on est en Charente, on ne va pas passer le week-end à Biarritz. Et le tourisme, c'est vraiment une globalité d'enrichissement sur lequel il faut qu'on continue de déployer notre diversité et l'information sur la diversité. Parce que le premier client touristique de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le Nouvel-Aquitain. Je crois, hein, statistiquement, à plus de 50%. Et plus que ça. D'accord. Donc on est là dans quelque chose qui est à portée de main. Le travail que l'on fait avec le CRT, et Sandrine, on le dit tous les deux à diverses reprises, ne doit pas simplement se faire dans les couloirs du métro. J'espère que je choque personne. Hein? Donc on est ou au bout de l'écran. Donc on est dans quelque chose qui doit être subtil, qui doit se faire tout au long de l'année. Enfin, quand vous regardez, j'en parlais hier parce qu'on réfléchissait, ou avant-hier, parce qu'on réfléchissait avec la nouvelle DRAC, la nouvelle directrice des affaires culturelles, sur le patrimoine, les chemins de Saint-Jacques. Ça fait plusieurs années que les chemins de Saint-Jacques, et c'est du cheminement, pas simplement à pied, mais c'est quelque chose. En plus, on visite du patrimoine. Donc, je n'exonère pas dans l'action touristique toute l'activité de réhabilitation patrimoniale. Que ce soit du patrimoine très historique, ou que ce soit la gare de Bedouce quand on réouvre la voie ferrée, et où on crée un hôtel-restaurant qui a, en dehors du Covid, hein, qui a un succès. D'ailleurs, je vous y invite parce qu'ils font une côte de bœuf à tomber. À tomber. Voilà. Donc, c'est cette subtilité en se disant d'abord que le tourisme, c'est pas simplement j'y reviendrai là, toutes les actions touristiques, mais c'est aussi l'ASCO. Vous avez vu le succès de l'ASCO? Quand même, la région a investi 12 millions d'euros, l'Europe a investi 12 millions d'euros sous gestion régionale. C'est un succès incroyable. Et c'est un succès qui retombe à toutes vos ouailles d'hôtellerie-restauration à la périphérie. Et je pense qu'il faut profondément réfléchir à un tourisme, je ne sais pas, ça va être prétentieux, mais culturel, intelligent, éducatif, pédagogique. Alors, on ne réussit pas tout. J'avais eu un rêve à un moment donné. Vous voyez ce château en Lot-et-Garonne, incroyable, ce château fort en Lot-et-Garonne. Je ne sais plus comment il s'appelle. Biron, c'est pas Biron? Peut-être pas. Il y a des Lot-et-Garonnais dans la... Bonaguil. Comment? Bonaguil. Imaginez, j'ai rêvé, moi, depuis 20 ans, à ce que l'on ait un festival de théâtre, de musique, un peu comme à Aix, créer un opéra à Bonaguil. Sauf que je n'ai pas l'hébergement. Mais je veux dire, dites-vous que
Dans le domaine du tourisme, alors encore une fois, ce n'est pas la région qui va être gestionnaire de vos entreprises, mais il y a quelque chose d'assez extraordinairement gratifiant que l'on peut faire. Moi, je le vois, j'ai créé un festival du film d'histoire, je vois bien que la restauration autour, pendant la semaine du festival, c'est des retombées assez extraordinaires, quoi. Des centaines de personnes. Donc, voilà, ne restons pas dans le domaine du tourisme sur uniquement l'aspect classique, traditionnel des plages. Il faut qu'on fasse découvrir notre région. Vous allez visiter Collonges-la-Rouge, c'est un émerveillement. Vous allez au lac. Alors, on est en train de travailler beaucoup sur le lac de Vassivière. Enfin, c'est Sandrine qui s'y colle. La région, sur le lac de Vassivière, va investir 40 millions d'euros. C'est ça, Sandrine? 15 millions sur un projet global de 40, oui. Voilà, bah, c'est déjà... Mais si vous nous donnez 40... Non, voilà. Non, mais on est en plan de relance. Donc. Voilà, donc on est dans quelque chose où on invente le tourisme de demain. Un tourisme plus vert, plus écologique, plus durable, plus nature. Et peut-être que la région Aquitaine est la région, avec les Alpes sûrement, qui peut le mieux s'adosser à ça. Je viens vraiment couper, je fais du VTT, je bronze pas idiot sur la plage. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de plagistes qui m'écoutent. Il doit y en avoir. J'espère aussi, oui. Mais on est là. Même les vignes, le vignoble. Vous savez qu'on avait lancé, il y a plus de 15 ans, avec le vignoble du Bergeracois, le no-tourisme. C'est le vignoble du Bergeracois qui a initié le no-tourisme. L'ouverture des châteaux, des chambres, etc. Enfin, même le tourisme industriel est intéressant. Le tourisme technologique. Donc, nous ne voulons pas, nous, au niveau de la région, et vous non plus, je suppose, échapper la moindre balle qui concourt à quelque chose qui s'appelle aussi du vivre ensemble. Parce que découvrir son territoire, sa petite patrie, c'est quelque chose qui rassure, me semble-t-il. Me semble-t-il. Et donc, c'est un sens, moi, que je suis très québécois, un peu basque, même si je viens d'une autre région de France. Mais on a là quelque chose, et on peut raconter une histoire. Et mon rôle, c'est de raconter une histoire par rapport à ce potentiel fabuleux. Alors, on sent bien, on sait bien, et la discussion que vos représentations professionnelles ont régulièrement avec le gouvernement, là, c'est pas simple, parce qu'on est dans un État centralisé, donc, a priori, dans ces périodes de crise non différenciées, et donc, c'est compliqué. Moi, il me semble que ouvrir un restaurant, pour peu qu'on respecte des conditions sanitaires hyper strictes, c'est pour ça que j'ai proposé, vous l'avez vu à la ministre de la Culture, d'utiliser un logiciel scientifique pour dérisquer l'ouverture des musées, des cinémas, Alors, bien entendu, on est en couvre-feu, donc, c'est pas si simple que ça. Mais, moi, je pense qu'il faut qu'on pense maintenant, pas simplement à la sortie de cette période, parce qu'on ne va pas passer, me semble-t-il, d'un monde de couvre-feu, voire de confinement, à un monde comme en 1919. Je pense que la jauge, le nombre de couverts dans un restaurant, peut-être que dans les campings, les choses pourront être les visites des centres de loisirs, tout ça va être beaucoup plus régulé. Donc c'est un nouveau modèle économique qu'il faut que l'on recherche ensemble, dans tous les domaines.
Ensuite, il faut se dire, la question qu'il faut se poser, je me la pose pour les entreprises du tourisme comme je me la pose pour les entreprises industrielles ou d'autres entreprises, c'est comment fait-on pour sauver l'affaire familiale, notamment, après les PGE. Je suis pour ma part, je suis pour ma part très inquiet. Et je pense que le gouvernement ne prend pas totalement la mesure de ce défi. J'avais une réunion ce matin pour essayer de voir comment on développe en Nouvelle-Aquitaine un fonds de retournement des entreprises. Parce que vous allez avoir deux types d'entreprises. Celle qui a un marché qui existe, qui n'a pas de problème, qui n'a pas eu de soucis, pas trop de soucis, etc. Ça va redémarrer. Mais la quantité d'entreprises qui ne pourra pas rembourser un PGE, c'est là où est la complexité de... Alors, à partir de là, en dehors des aides, j'en dirai un mot parce que Sandrine m'a donné les chiffres. Comment fait-on structurellement pour mettre en place un dispositif, soit de fonds propres, parce que le problème des fonds propres des entreprises, du capital des entreprises en France, c'est qu'il est trop faible par rapport à l'endettement des entreprises. Nous sommes le pays où le rapport est aussi déséquilibré entre fonds propres et dettes. Et ça, c'est une vraie difficulté. On est à 80-20 aujourd'hui. 80 dettes, 20 de fonds propres. Alors, à partir de là, il y a eu plusieurs suggestions. Une suggestion de porter l'actif du restaurant, de l'hôtellerie pendant quelque temps. C'est une proposition qui est faite. Je ne sais pas si elle est pertinente. En tout cas, elle ne l'est pas pour tout le monde. Hein, il y a la transformation de ces PGE en capital, sauf qu'aujourd'hui, on me parle de... comment ça s'appelle? Aidez-moi. De prêt participatif. Sauf que le prêt participatif, c'est de la dette. Ça a un coût. Et même si c'est à 8 ans, il faut en sortir. Donc, moi, ma demande auprès du ministère de l'économie, c'est de dire, on a des dispositifs de fonds propres en région, on connaît le secteur, on travaille avec les branches. Comment peut-on, comment vous pouvez recharger nos fonds pour qu'on puisse intervenir d'une manière non intrusive dans les entreprises et consolider leur bilan. Donc ça, c'est... Voilà. Donc aujourd'hui, on a mis en place, vous avez vu, plusieurs dispositifs d'aide. Il y a plus de 8 millions d'euros dans le fonds d'urgence 1. Sur le chèque tourisme, c'était plus de 5 millions d'euros. Le fonds d'urgence 2, plus de 6 millions d'euros. Donc, tout ça va se déployer progressivement. Je sais que le président de l'UMI a des questions, mais Sandrine vous écoutera avec attention. De toute façon, Luc Bonzon me les a notés. J'ai des espions dans la place. Donc voilà, ça c'est la difficulté. C'est ce passage, mais voilà. Après, tourisme durable. Je pense que nous, concitoyens, recherchent la protection de la nature, la transition écologique, enfin, voilà, il faut qu'il y ait une mutation. Et donc, le défi structurel de la région va être d'accompagner cette mutation.
comment on l'a fait. Tout ça, il y a plein de... Le diable est dans le détail, hein, comment je récupère l'eau, comment je... Voilà. Il y a plein de détails dans ce domaine-là sur lequel il faut que vous vous penchiez. Nous on sera à votre écoute. Et pour faire la jonction entre ce que je disais tout à l'heure, ce tourisme intérieur ou ce tourisme des côtes, pistes cyclables, déplacements, il y a plein de choses sur lesquelles il faut aussi vous manifestiez vos idées, au-delà de la stricte gestion de l'entreprise touristique. Et je pense que sur l'entreprise touristique, moi je vais peut-être jeter un pied dans la mare, mais je pense que les grands centres de loisirs, c'est fini. Je ne vois pas comment on peut les faire vivre avec des jauges inférieures et avec des investissements massifs. Je sens plus ça. Je sens plus ça. Hein. On avait notamment un projet le long de la côte que la région ne va pas soutenir, de vagues artificielles pour le surf. Enfin, je ne crois pas qu'il ce soit dans le film actuel, quoi. Hein? Voilà. Donc c'est aussi ce... Et en même temps, il faut qu'on soit... Enfin, les Disneyland, c'est fini, quoi. Non? Moi, je préfère accompagner une balade dans les arbres à Accous que de... Voilà. Donc, on est un peu dans cette... Je vous mets tout sur la table, hein, mais c'est un peu dans ce sens... Après, il faut que nos entreprises, et notamment les agriculteurs, profitent de ce... Ça s'appelle les circuits courts, ça s'appelle la découverte des produits, ça s'appelle... Alors, on a tout à disposition hein, là-dessus, quoi. Ça s'appelle l'utilisation des produits de proximité dans l'hôtellerie-restauration. Je crois que chacun doit être responsable de tout ça. Il y a vraiment... une belle histoire à raconter, y compris sur le tri aussi. Tri des déchets, économie d'eau. On ne peut pas avoir des robinets qui coulent tout le temps. Hein. Après, nous, on a un problème sur lequel on peut peut-être vous accompagner, parce que je pense que c'est une vraie difficulté, c'est le problème des saisonniers. Je ne sais pas si vous allez l'aborder, Sandrine. En tout cas, on l'aborde régulièrement dans nos échanges. Ouais. Parce que j'étais hier à Biarritz et à Bayonne, et on a investi massivement dans un lycée, le lycée de l'hôtellerie de Biarritz d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes allés voir, enfin les membres du syndicat hôtelier, allez voir ce qui se passe là-bas, quoi. C'est l'éducation nationale. Non, attends, c'est Bibi qui paye, hein, c'est pas les Ducnat. Hein. Oui, ben moi je vous invite. Hein. Moi je vous invite. Non, mélangez pas tout. Non. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Sandrine, tu fais visiter. Ça vaut le coup, quoi. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des employés pour les emplois de demain. Et alors, sur les saisonniers, on a fait une expérience il y a très longtemps en Aquitaine, en ex-Aquitaine, sur le lycée de la mer, où on a ouvert pendant l'été l'internat. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut qu'il y ait une surveillance, etc. Et nous, on est prêt à mettre les internats à disposition, mais en même temps, il faut que la profession se mobilise aussi autour de ça. Parce que quand je vois les jeunes étudiants, par exemple, et vous avez vu tout le problème des pécules, je gagne, enfin tout le monde l'a fait, enfin moi voilà. Sauf que si la moitié du salaire passe au logement, même d'une place de camping, ça ne marche pas, quoi. Donc on avait fait au Tèche, on avait travaillé avec François Deluga à un équipement d'accueil des saisonniers, et je pense qu'il faut qu'on approfondisse, Sandrine,
la réflexion là-dessus. Moi, je suis très logement des jeunes, très... donc, il y a des choses à faire. Voilà. Fonds propres, tourisme durable, Néoterra, les jeunes saisonniers, sortie de crise. Quel modèle sanitaire propose-t-on au ministre du Tourisme, au secrétaire d'État, je ne sais plus ce qu'il est? Le fait-on venir pour qu'on ait une discussion face-to-face le moment venu? Parce que le virus, il ne va pas se barrer du jour au lendemain. Hein. Même si on est tous vaccinés, on n'a pas fini de porter le masque. Hein. À certains, ça va mieux qu'à d'autres. Moi, ça ne me va pas du tout. Mais bon. Voilà. Écoutez, j'ai parlé trop longtemps, mais Sandrine, je te rends la parole. Merci, Président. Et non, vous n'avez pas parlé trop longtemps. C'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. En tout cas, merci pour ces mots qui, je le sais, pour en avoir parlé régulièrement avec eux, sont importants pour les acteurs du tourisme présents avec nous aujourd'hui. Donc, merci, Président. Merci, Maryse, pour cette transition. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. Moi, je suis prêt, avant de laisser la main à Sandrine, à répondre. Je pense que c'est faisable dans le planning. Maryse, on peut se consacrer 5-10 minutes à des questions. Oui, bien sûr. Laura, est-ce que vous aviez relevé dans la discussion des questions pendant l'intervention de M. Rousset? Il y a effectivement des commentaires, des retours d'expérimentation sur l'hébergement des saisonniers sur juillet et août au lycée de Parentis-en-Born, que vous connaissez déjà. On a des questions sur le fonds solaire thermique de l'ADEME, mais c'est pas on y reviendra peut-être après, Maryse. Et pour l'instant, pas d'autres questions, plutôt des retours d'expérience qui sont partagés dans le chat sur ce qui se fait déjà sur certains territoires depuis de nombreuses années, vraisemblablement. Moi, je suis très quelqu'un qui réinvente pas la roue l'eau tiède. Plus il y a de bonnes expériences, plus on en organise la circulation, plus on va vite. Hein. C'est tout l'enjeu, ils le diront mieux que moi, Président, des travaux que mène justement l'interfilière. Ils sont partis d'expérimentation sur 2 territoires tests, avec pour objectif vraiment de mettre en avant des actions concrètes qui pourront ensuite être déployées à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont même pour ambition d'aller au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, mais déjà, moi, je vais essayer de les aider à le faire en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas, Laurent, Audrey, Jean-Baptiste, vous avez peut-être des choses à rajouter? Juste sur le logement des saisonniers, très rapidement, je pense que la profession prend toute sa part aujourd'hui sur des expérimentations propres, si elles sont accompagnées ou par Action Logement et par les régions, et ça dépend vraiment des pouvoirs publics territoriaux et de l'ambition des uns et des autres. On ouvre le 24 mars, alors pas dans cette région, mais on ouvre dans le 24 mars à Antibes-Juan-les-Pins, qui a quand même une pression foncière qui est comparable à la grande pression foncière qu'on trouve sur les côtes en Nouvelle-Aquitaine, sur ce territoire-là. Donc c'est possible, ça a été fait, ça a été financé, ça a été cofinancé, en partie par la branche, en partie par les territoires. Donc effectivement, je partage le fait que réinventer l'eau chaude là ou reprendre ce que les autres font très bien, moi ça me va très bien, et surtout si on peut le dupliquer très facilement. Donc bien évidemment qu'on amènera et qu'on rapportera le projet et les investissements et le schéma financier tel qu'il est fait et tel qu'il est monté. Pour les saisonniers, il y a aucune difficulté. On reviendra en temps et en heure sur le sujet. Et surtout, il faut voir ce qui va arriver demain, puisque c'est une réponse qu'on va pouvoir apporter, pas pour juin 2022. Donc c'est pour ça que les lycées, j'entends et je prends note, et on est disponible, on se met à des disponibilités pour aller rencontrer les lycées, pour aller rencontrer les internats. L'autre jour, on était à Salis de Béarn pour pouvoir justement voir en termes de formation, au regard des 2 hôtels qui vont être créés à Salis de Béarn, dont un 5 étoiles et un 3 étoiles, comment on peut fonctionner et faire intervenir les fonds de la formation. Donc c'est très important, et quels que soient les territoires de le territoire de notre région. Donc il n'y a pas de petit territoire, on est tous des ambassadeurs de nos territoires, donc on est vraiment dans ce cadre-là de co-construction et de partage des bonnes pratiques. Et enfin sur
sur les trous dans la raquette, dans les aides, on vous a écrit, je ne doute pas qu'on puisse avoir une réponse pour ces entreprises qui sont en grande difficulté, parce que malheureusement, et alors pas tout le monde, parce qu'on passe pour la plupart dans le cas de ce que l'État a mis en place, et il faut le dire, depuis le mois de novembre, ça prend une grosse majorité des entreprises, c'est très clairement, mais il y a encore un trou dans la raquette, et ce sont des gens qui sont des gros porteurs, des gros porteurs en termes d'emploi. Donc vraiment, il faut pas les laisser tomber, et leur apporter une aide pour que ceux-là, demain, réembauchent les 400, 500 salariés qu'ils ont dans leur groupe. Et il serait malvenu qu'ils ne puissent pas réouvrir ou qu'ils se retrouvent en grande difficulté. Donc déjà qu'on a des problèmes de chômage encore dans notre pays, si les entreprises qui embauchent, et qu'on sait qui demain, de toute façon, quand elles vont réouvrir, vont avoir une croissance directe. J'en veux pour preuve, au mois de juin, quand on a réouvert, la restauration a créé de suite 53 000 emplois, parce qu'il les fallait de suite. Notre problématique, c'est de savoir si ces entreprises-là, qui sont des gros porteurs, vont pouvoir être accompagnées et seront encore là demain, parce que les fonds propres dont on parlait, aujourd'hui, même si celles-là, elles en avaient un petit peu, elles n'en ont plus. Peut-être, Président, si vous permettez, juste pour, effectivement, mais comme l'a dit Alain Rousset dans ses propos, le budget régional, il est ce qu'il est, limité par rapport à d'autres collectivités qui ont des tailles équivalentes. Et malheureusement, je sais que vous en êtes toutes et tous conscients, on a dû faire des choix dans nos dispositifs. C'est parfois des choix compliqués, qu'il s'agisse des entreprises touristiques comme de toutes les entreprises. Et donc, on a conscience du fait que nos dispositifs ne couvrent peut-être pas 100% des besoins. Par contre, et je sais que le président Rousset ne me contredira pas là-dessus, au-delà du dispositif actuel, qui effectivement, il y a des critères qui s'appliquent. S'il y a une entreprise, quelle qu'elle soit, même si elle est hors critères, vous évoquez par exemple, Laurent, des gros employeurs de 200, 300, 400 salariés. S'il y a des catastrophes industrielles annoncées, entre guillemets, avant d'arriver à la catastrophe industrielle, alertez-nous, parce qu'on a fait sur l'ensemble des entreprises, et les entreprises touristiques ne sont pas exclues, on est prêt à s'adapter et à sauver les entreprises. On a notamment un service qui travaille sur ce sujet-là, des entreprises en difficulté. On est aussi en capacité, le président Rousset l'a évoqué, on souhaite avoir cette souplesse qui nous permet aussi, quand il faut aller hors règlement, d'aller hors règlement si besoin. Et je sais justement, je peux témoigner du fait que le président Rousset nous le dit très régulièrement à nous, les élus de son exécutif, d'être souple et de faire preuve, d'être à l'écoute des acteurs. Donc, même si il y a des entreprises qui étaient hors critères, alertez-nous, alertez Luc, alertez ses équipes, alertez-moi, pour qu'on puisse leur venir en aide en complément de nos dispositifs qui ne peuvent pas couvrir tous les cas, on en a bien conscience. Moi, j'ai un souci aussi. Alors, il me semble que l'appétence pour le vert, pour la nature, devrait booster les campings. Je ne sais pas si je me trompe, c'est purement intuitif. Je ne sais pas s'il y a un représentant des... mais je me dis qu'il y a une petite réflexion à faire là. Écoutez, Président, on a l'habitude de dire dans le mode de l'hôtellerie plein air qu'on investit plus dans des tondeuses que dans des blocs de béton. Nous, c'est notre ADN, le développement durable. On travaille avec l'interfilière pour... on n'invente pas l'eau, la roue. Non, on diffuse ce qu'on est capable de faire. On montre ce qu'on est capable de faire et ce que l'on met en place pour le faire. Si j'ai un message à vous faire passer... tous les trois, là, on travaille pour le tourisme de demain, le tourisme durable, alors que la planète, elle est salie par des grosses usines internationales. Et on n'a pas envie que notre travail soit un pansement sur une jambe de bois. On travaille sur le tourisme durable, on en est tous conscients, on le fait évoluer, mais l'évolution que nous, on va lui apporter, on travaille dans une continuité, ça fait déjà 10 ans qu'on y travaille dessus. On le marque, on en fait la publicité maintenant en le montrant à tout le monde, mais on a toujours économisé l'eau, on a toujours fait attention dans ce qu'on fait dans le tourisme. Et à côté de ça, les autres
entreprises et les autres producteurs s'y prennent presque trop tard, s'y prennent maintenant. Et on a l'impression presque de travailler, mais est-ce que ça représente vraiment quelque chose? Oui, en image, ça présente quelque chose. On prouve qu'on fait du tourisme durable, mais il ne faut pas que le reste salisse ce qu'on est en train de faire. Et on a besoin de vous, politiques, justement, pour faire remonter cette information au niveau régional, très bien, mais vraiment au niveau national, parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience aujourd'hui. Parce que, comme vous le dites, le réchauffement climatique demain, ce n'est pas forcément prendre 10 degrés, c'est aussi la montée des eaux. Et la montée des eaux, tous ceux qui sont en train de faire de leur bronzette sur la plage, ils vont aller dans la vallée de la Vézère après, puisque après il n'y aura plus de plage, quoi. S'ils viennent pas prendre mes truites, ça ira. Alors, sur ce point-là, comment dire, il faut essayer de voir plus loin, quoi. Et vous le faites. Je pense quand même, parce que c'est une question qu'on avait ce matin, je ne sais plus, qu'une journaliste qui me posait la question, mais est-ce que vous pensez qu'une région à elle seule peut arrêter le réchauffement climatique chez elle avec ses petits bras? Non. Non, parce que d'abord, vous avez vu qu'on a eu des tempêtes de sable du Sahara, vous avez vu que là-dessus, c'est... Mais en même temps, moi qui viens du monde industriel, je sais que si on se différencie, on gagne. Et c'est dans la différenciation, qu'elle soit dans l'assiette, dans l'accueil, dans un camping ou dans un hôtel, c'est dans la différenciation. Et puis alors, il faut peut-être qu'on aille jusqu'à inventer un label, mais ce n'est pas parce que nous aurons fait des efforts qu'on aura réglé le problème climatique de Monsanto, mais en même temps, collectivement, on sera plus attractif. Je suis persuadé que demain, moi je vois déjà mes enfants, ils regardent les lieux où ils vont et s'il y a un label. Alors je ne sais pas s'il faut réfléchir à un label de Nouvelle-Aquitaine, Sandrine. Il y en a suffisamment. Voilà. Mais bon. Président, un label, peut-être pas, mais une note. Une note. Les entreprises, les labels existent, mais on peut très bien avoir une note. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas de label, mais elles peuvent être notées 8 sur 10 dans le développement durable, dans l'économie de... Et ça peut être mis en place rapidement. C'est à votre main, ça. Encore une fois, ça ne peut pas être fait sans vous, mais c'est à votre main. Bon, je vous laisse parce que je vais vous empêcher de travailler, là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Au revoir. Oui. Oui. Donc, rebonjour à tous. Rebonjour. En fait, je vais juste rapidement terminer parce qu'effectivement, on va aller vers les tables rondes. Mais comme M. Rousset, ce qui est la dernière conversation que les élus viennent d'avoir, effectivement, l'interfilière souhaite cartographier les acteurs du tourisme durable. On demandera aux membres des filières d'alimenter cette cartographie pour créer un écosystème de tourisme durable, pour créer aussi une sorte de référencement au niveau des fournisseurs de solutions innovantes, de partenaires avec qui on travaille, pour justement inciter, simplifier les démarches. Donc ça, c'est un des éléments qui va se retrouver sur le site web et que dès aujourd'hui, on va inviter les professionnels à créer leur compte, par exemple, et aller alimenter cette cartographie pour à la fois créer du lien entre pairs et aussi faciliter les démarches. Donc, dans le site Internet, il y aura effectivement différents outils qui vont être utiles pour nos professionnels, à la fois veille financement, par exemple, des outils, des éléments sur les labels et certifications, entre autres. Hein. Et il y a aussi cette cartographie que je viens d'évoquer. Rapidement, pour élaborer cette cartographie des acteurs du tourisme... Maryse, oui. Attends 30 secondes, en fait, parce que ton fichier... C'est bon? C'est parfait. Merci. Ça ne suit pas? Donc, il faut refaire le partage d'écran. Attendez, je vais le refaire. Il y a un petit souci technique au niveau de l'affichage, mais je crois qu'on va nous corriger ça. Voilà. Oui, j'ai arrêté et relancé. Ok, c'est reparti. Mais merci de me l'avoir dit.
Et pour identifier les critères justement qui vont permettre de recenser ces acteurs du tourisme durable sur cette cartographie participative, il y a eu différents ateliers qu'on a menés avec les professionnels du tourisme, mais aussi nos collaborateurs multi-acteurs en tourisme durant les mois de janvier et février. Donc au total, on a quand même en 9 familles et 64 critères retenus, dont 32 incontournables, 32 optionnels. L'idée, ce n'est pas dans notre cas de créer vraiment un nouveau label, mais bien de valoriser les acteurs engagés et de créer, comme je vous dis, un maillage, un écosystème de tourisme durable qui va être performant et qui va porter à une forte d'émulation en matière de tourisme durable. Et voilà, donc ce sera des déclarations volontaires. Donc, on s'incorpore effectivement dans le cycle du tourisme durable. On est des hébergeurs, des restaurateurs, des campings, des acteurs du tourisme social. On fait partie de ce cycle. On veut effectivement fédérer autour d'une dynamique de tourisme durable. Plusieurs acteurs s'y engagent. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir un cycle complet de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir se revendiquer justement une destination durable dans son entièreté. Et c'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on essaie de faire. Et voilà, donc on remercie en fait tous nos collaborateurs, tous nos partenaires qui nous donnent les moyens d'avancer le plus rapidement possible parce qu'effectivement, il y a urgence. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais évidemment, vous pourrez toujours me contacter. Et Laura, est-ce qu'il y avait des questions ? Oui, il y a une question d'une dame qui s'appelle Armelle. Où est-il possible de trouver ces critères de tourisme durable ? Effectivement, les critères de tourisme durable vont être présents à l'intérieur de la section sur la cartographie des acteurs. Par contre, c'est une section qui, aujourd'hui, est réservée aux professionnels des filières. Donc, évidemment, c'est une question qu'on pourra discuter entre nous là, pour voir l'ouverture potentielle de cette... Oui. Et on avait une dernière question qui sera peut-être traitée dans la table ronde ou dans les ateliers. Comment imposer et sensibiliser les collectivités à la gestion du tri des déchets à la sortie des hébergements ? Exemple, je suis écolabel depuis 10 ans, nous pratiquons le tri, mais le CIVOM collecte tout en vrac. 3 petits points. La seule... Pardon, la piste que... Dans le cadre de l'interfilière, je peux vous dire que la piste qu'on envisage de façon immédiate, c'est vraiment de créer des groupes de travail avec ces acteurs, avec les professionnels du tourisme, avec les différents échelons territoriaux qui ont un lien et qui ont un rôle à jouer en matière de gestion des déchets. Donc, à la fois des gens de la région seront présents, à la fois des associations et ces syndicats de déchets, entre autres, et les professionnels du tourisme pour faire parler, finalement, entre eux, échanger et trouver des pistes qui vont vraiment correspondre aux besoins de part et d'autre. Et il y a sûrement des solutions qui existent. Je pense qu'il y a vraiment du lien, du maillage à créer. Vous vouliez ajouter ? Non, mais l'objectif, c'est justement de faire remonter ces problématiques-là, tout simplement parce que nous, on a 2 territoires tests aujourd'hui où on va tout faire pour que ça fonctionne, et ensuite le diffuser dans toute la région, pour qu'ensuite le pouvoir politique en place va pouvoir sortir des lois qui vont imposer au fameux CIVOM de récupérer les tris. L'objectif, il est de venir jusque-là, de ne pas faire justement bonne figure, c'est vraiment d'aller au bout du bout et d'imposer une règle. Et ensuite, pourquoi je parle au niveau national et même international, c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'après de demander aux politiques, puisque c'est eux nos voix, d'avoir une uniformité, parce qu'on s'aperçoit que dans un même département et dans 2 CDA différentes, les couleurs des poubelles ne sont pas les mêmes. Donc, on va essayer aussi de vouloir avoir une uniformité. Alors, ça ne se fera pas aujourd'hui ni demain, certainement dans 2 ou 3 ans, mais c'est notre projet à venir à la fin de celui-là, de diffuser pour avoir une uniformisation, si possible européenne, parce que quand vous avez des étrangers, déjà leur expliquer quand ils viennent dans un même département sur 2 établissements différents, que ce n'est pas les mêmes couleurs dans lesquelles on met les pots de yaourt, on est tous confrontés à ce problème. On le sait, on travaille dessus, et notre objectif, il faut bien commencer par quelque chose, mais on a besoin de vous pour nous faire remonter ces aberrations, parce que ce sont vraiment des aberrations. Et si je peux me permettre, Maryse, peut-être pour le coup, étant dans le camp des élus, mais en plus, moi, je suis très tranquille parce que je ne représente pas une collectivité qui est directement en charge du tri des déchets, mais j'aurais tendance à dire quelque chose qui est peut-être politiquement incorrect. C'est peut-être la pression des acteurs aussi qui fera que les élus s'adapteront et se bougeront. Voilà.